Bon frère et soeur, merci pour votre fidélité. 2 morts et 3 personnes en soins intensifs, c'est le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé 2 camions-citernes au niveau du dépôt de la Sonidep à Zender hier dans la journée. L'incendie s'est déclaré alors que les 2 camions-citernes étaient venus pour s'approvisionner. Les précisions avec Balima Bourema. Les images sont insoutenables. 2 corps complètement calcinés, à côté de 2 citernes dont seules les carcasses sont encore visibles. 3 autres personnes sont en soins intensifs au niveau de l'hôpital national de Zender. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré hier en milieu de journée au niveau du dépôt de la Sonidep de Zender. Les camions sont venus s'approvisionner lorsque le feu s'est déclenché. Et ces citernes contenaient du gazole à raison de 50 000 litres chacune environ. Malheureusement, il y a une citerne dont le contenu s'est vidé pratiquement, mais on a encore quelques points chauds qu'on est en train d'essayer de refroidir. Et le feu a été maîtrisé dans les meilleurs délais. Malheureusement, nous déplorons pour le moment, de façon provisoire, avant les reconnaissances définitives, 2 pertes en vies humaines, probablement des opérateurs sur les citernes, parce que c'est au niveau de l'aire de dépotage. Le pire a été évité puisque le dépôt est situé en plein centre-ville de la capitale du Damagaram. Pour le gouverneur de la région de Zender, il faut envisager un déplacement sur un autre site plus éloigné de la ville. Comme vous le constatez, la Sonidep se trouve actuellement en plein centre-ville de Zender. Donc ce que nous plaidons vraiment de voir pour envisager le déplacement de ces dépôts, en tout cas à un site en tout cas plus éloigné de la ville, pour qu'à l'avenir qu'on puisse éviter des incidents, sinon des incendies comme celui qui vient d'être enregistré en ce moment. Pour circonscrire l'incendie, les responsables de la région ont dû faire appel aux agents de la SECNA chargés de la surveillance de l'aéroport de Zender. Ce n'est pas la première fois que ce genre de sinistre est enregistré au Niger. En mai 2019, ce sont près de 60 personnes qui ont perdu la vie dans l'explosion d'un camion-citerne au quartier aéroport de Niamey. Ils étaient, pour la plupart, venus siphonner le carburant versé suite au renversement du camion-citerne. Le gouvernement nigérien a décidé du rehaussement du SMIC de 30 047 à 42 000 francs CFA. Il répond ainsi à une revendication des travailleurs du Niger, une décision qui fait suite à la réunion du Conseil national du travail qui regroupe autour du gouvernement, le patronat et les travailleurs. Boubacar Amadou et Mamadou Touri pour les explications. L'une des revendications de toutes les organisations syndicales des travailleurs du Niger, le salaire minimum interprofessionnel de garantie SMIC passera désormais de 30 047 à 42 000 francs CFA. Une décision qui fait suite à la dernière réunion du Conseil national du travail tenue le 2 juin dernier. Avec la révolution SMIC, aucune entreprise ne doit payer un travail en dessous de 42 000. Ce qui fait que le 2 juin 2023, il y a eu le Conseil national du travail. Le Conseil national du travail, c'est la plus grande instance en matière de travail qui se réunit chaque 6 mois autour du Premier ministre, les organisations patronales et les organisations syndicales, les centrales syndicales représentantes. Et à l'unanimité, les 3 parties ont accepté d'amener le SMIC de 30 047 à 42 000, ce qui fait une augmentation de 39,78%, soit 11 953. Ça, c'est très important. Pour l'Union syndicale progressiste des travailleurs du Niger, l'une des centrales revendicatrices du rehaussement du SMIC, le dernier qui date de 2012 ne répond plus. Au contexte du moment, le Niger s'aligne ainsi aux autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, ça fait mal de voir que c'est au Niger seulement qu'on parle de 30 000, alors que même récemment, il y a des pays, le Burkina Faso voisin a augmenté, le Bénin, le Mali aussi. Nous estimons que c'est un acquis, c'est juste une formalité qui reste et chacun peut vérifier cette information au niveau des services compétents par rapport à l'évolution du SMIC. Maintenant, l'État, en réalité, a même proposé jusqu'à 45 000.
C'est avec l'insistance des organisations patronales que ça a été limité à 42 000. Le salaire minimum interprofessionnel de garantie SMIC concerne en majorité les auxiliaires des services publics de l'État et du secteur privé. Il permettra d'améliorer les conditions de vie de ces derniers dans ce contexte marqué par la cherté de la vie. Parlons à présent de l'état des routes dans la ville de Niamey. Pour se rendre d'un point A à un point B, c'est tout un parcours de combattants. La dégradation des routes devient de plus en plus inquiétante pour les habitants de la ville de Niamey. Le constat avec Ablaziz Mahamadou. Axe rond-point terrain musulman Château-Neuf de Niamey. Ici, pas besoin d'évoquer l'état des routes. Les images parlent d'elles-mêmes. Les usagers parlent de la responsabilité des entrepreneurs dans l'attribution des marchés. Gwamnati ne in za ta yi aiki ba ta yin aiki na gaskiya sai ta yi aiki irin na siyasa. Shi aikin siyasa duk wanda ya aikin siyasa ya riga sani. Sai a ba mutum kwantara ta aiki ko ta kwalta ko ta fabe ko ta wata hanya. Shekara ɗaya da ta dawo kuma sai ka tada wurin nan ya koma inda yake. Ni ga shawarar zan ba gwamnati duk wanda za a ba kwantara ko ɗan shugaban ƙasa ne in za a baya kwantara kudin da za a bashi ya ba da dole ya ce hanyar da na yi na ba da shekara 5 za a zuba mai kudi rabi wanda ya aiki rabi sai in dele ya cika shekarar nan 5 ko 3 wanda ya bada. Non loin de cette voie, précisément le CG 4 menant à Nigelec Châteauneuf, l'état des routes laisse à désirer. Les usagers en véhicule, moto ou même à pied tentent de se frayer un passage en douce, faisant attention bien évidemment à leurs moyens de déplacement. La responsabilité de la mairie est engagée. Juro kan mayar kafin wallahi za ya hare rompon kan an fonda sambu kan ne wo marsha islam ce gana ni jira adi fonda matkin ago aninga ga hansamu anal kawul skin samu kin ga hansi e pinga ne jusqu'à présent amanti wallahi irgo ga irko sam fondo hansi. Pas forcément selon d'autres citoyens qui estiment que les routes et autres édifices publics relèvent de la responsabilité de tout un chacun. Ils étalent ici leur raison. To ni ra'ayina komi ba a yi a ce ko meri ko kuwa ce ta ya kamata talakayan ƙasa su ma na wanda ke kusa ya kawan zama shagunan ga su ma ya kamata su kama su zanki ciko ba komi za a ce a sai meri ko kuwa a ce lehen dogari ko a ce lehen ba ba haka bane mu ma talaka ya kamata mu tayi tsaye mu ma mai ciko da kanmu mu kama ba sai a ce komi a bar ma meri ko a bar ma ita ba shine. De l'hôpital Poudrière au quartier de Chevaux Garage en passant par le rond-point Arène de Lutte et la voie Jamila Pressing, les citoyens manquent de mots pour qualifier l'état de ces infrastructures routières. Fondao irga bayi ma hanse zama abonno irgo gugoi irgir jinai te genera da harikan kilanga isibisa imka fonda ima isibisa ga kasan ku irma duga jinai nera lallai wo bata mora na igogo irgo na tande mata mora jir kulmo irgo ga tax ban meri se ya kamata fonda ima hansir se kangana. Même constat au niveau de l'axe de Chevaux Garage CEG8 en passant par le rond-point Fadalobatou, menant au rond-point Haine Habou, les nids de poules poussent de jour en jour, laissant les usagers impuissants face à cette situation. Les quelques initiatives de la mairie de Niamey tardent à porter toujours ses fruits. Au constat, en tout cas dressé sur les quelques voies de l'arrondissement communal Niamey 3. L'impraticabilité des routes à Niamey, plus que jamais d'actualité, surtout en cette saison des pluies. La contre-offensive ukrainienne, tant louée, tant chantée et tant attendue pour infliger une défaite à la Russie, a-t-elle déjà du plomb dans l'aile, une évidence que reconnaît la partie occidentale, principale pourvoyeuse d'armes à l'Ukraine? Quelles vont être les conséquences d'une défaite de l'Occident dans cette guerre? Élément de réponse avec Sidikou Haruna. Il faut le reconnaître aujourd'hui, depuis un mois, la dynamique de cette guerre a changé de direction. C'est maintenant la Russie qui reprend du terrain. Après plusieurs dénégations sur la contre-performance de l'offensive ukrainienne, le narratif occidental semble contraint de reconnaître à présent l'évidence que les atlantistes et les affidés semblent tant redouter. Depuis plus d'1 mois qu'elle a été lancée, la contre-offensive qui est censée anéantir les Russes
s'enlise fatalement, entraînant des pertes incommensurables à l'armée otano-kievienne. Une perspective contre laquelle certains leaders, encore lucides en Europe, ont mis en garde. Nicolas Sarkozy, qui connaît bien Poutine, qui connaît son caractère, pour l'avoir appris une fois à ses dépens, a dissuadé ses compères de le défier. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. Il fallait aller discuter avec M. Poutine. Et on a entendu M. Hollande affirmer qu'il avait, tenez-vous bien, des contacts indirects avec M. Poutine. Je connais M. Poutine. Le contact indirect, ça ne suffit pas pour le convaincre. Comme Sarkozy, nombreuses sont les personnalités à travers le monde à appeler l'Occident à cesser d'alimenter et de privilégier le dialogue. Mais c'est sans compter de la détermination aveugle des USA et de ses vassaux à faire prévaloir leur seule hégémonie, qui en réalité n'est que leur dictat sur le monde. Toute chose qui les a poussés, les yeux fermés, à livrer des armes de guerre à l'Ukraine d'une quantité jamais égalée dans l'histoire de transfert de matériel militaire. Aujourd'hui, aux grandes dames de ces Occidentaux, près de 90% de ces armes ont été brûlées par les Russes. Les Ukrainiens, aujourd'hui, s'ils veulent réussir, c'est parce qu'ils vont travailler autrement. C'est parce qu'ils vont être capables de trouver la percée qu'ils peuvent faire et de bousculer la progression lente mais certaine des Russes actuellement dans cette région. Là, ils sont en train de prendre le coup du rouleau compresseur russe. Et si je devais résumer d'une simple question, puis je vous donne la parole, est-ce qu'il y a péril en la demeure? Et ce grignotage use considérablement l'armée ukrainienne qui perd beaucoup de force. Et donc, la balance, si vous voulez, est difficile à voir. Une défaite occidentale sonnerait-il le glas de la suprématie atlantiste qui a régné sur le monde sans partage depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Assurément oui, pour l'Afrique qui peut en profiter. Le continent noir devrait bénéficier de cette chute en ce qu'il lui permet de se libérer du joug colonial de l'Occident qui pendant longtemps l'a maintenu dans la pauvreté, la division pour mieux l'exploiter. Une chute brutale de cet Occident ne peut ne pas être donc une bonne nouvelle pour le continent africain. Je suis avec Moustapha Zongoma pour la une des journaux. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Après cette fête de Tabaski, sur quoi nos confrères de la presse écrite se sont penchés cette semaine, Moustapha? Aminata, essentiellement sur le bilan des élections législatives partielles de la diaspora au niveau du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, comme en témoigne cette une du quotidien Le Renouveau du lundi dernier qui a titré à sa une « Élections législatives partielles de la diaspora, une défaite et des doutes pour le PNDS Tareya ». Le confrère écrit le 24 décembre 2022 à l'endroit des militants venus assister au 8e congrès du PNDS Tareya, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou a eu ces mots. Il y a 32 ans, le PNDS Tareya a été créé dans une salle de classe. Vous en avez fait le parti le plus puissant de l'histoire démocratique de notre pays, le premier parti politique de l'histoire du Niger à avoir fait élire 2 présidents de la République, Mahamadou Issoufou en 2011 puis en 2016 et Bazoum Mohamed en 2021. Un peu moins de 6 mois après ces assises, une petite défaite électorale est venue mettre en lumière les couacs qui affectent le parti au pouvoir. Les résultats des élections législatives partielles organisées le 18 juin 2023 au titre de la diaspora n'ont pas été à la hauteur des attentes des taréistes. En termes de voix engrangées, on peut parler d'une relative marée rose, 30 754 voix sur un total de 96 242. Jugé valide. De ce point de vue, le PNDS Tareya reste en tête, sauf que cette moisson, aussi honorable soit-elle, ne permet pas au parti au pouvoir de garder la main haute sur le vote des Nigériens vivant à l'étranger. Avec ses 2 sièges sur les 5 mis en jeu, le PNDS Tareya a fait moins que son score de 2016, rappelle le journal. En vérité, la famille politique d'Issoufou Mahamadou est en train de régresser. Elle n'a pas pu conserver ses 3 sièges de députés au titre de la diaspora.
Sûr de son poids électoral, le parti au pouvoir a tout bonnement dormi sur ses lauriers. Le PNDS Tareya a surestimé ses forces et pour d'aucuns, ces élections législatives partielles sont les signes avant-coureurs de l'implosion imminente qui guette le parti au pouvoir. À 2 ans et demi des élections générales, le parti au pouvoir est condamné à faire son introspection sans concession aucune. Les taréistes doivent avoir en tête cet avertissement lancé par Issoufou Mahamadou. L'histoire nous enseigne qu'on est toujours vaincu par sa propre faute et toujours victorieux par la faute de l'adversaire. L'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale Le Hérisson nous apprend qu'après sa défaite aux législatives partielles, le PNDS cherche ses failles. Effectivement, et ces failles, le parti le cherche à travers une série d'interrogations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment, de 3 députés au niveau de la diaspora dans la précédente législature, le parti s'est retrouvé avec 2 députés à l'issue des partielles du 18 juin 2023. Ce sont là donc les questions qui taraudent les esprits au sein du PNDS Tareya, écrit le journal satirique Le Hérisson de cette semaine. Pourtant, la mayonnaise donnait l'impression d'avoir pris, car comparativement à 2016, le comité exécutif national, le sein du parti, s'est cette fois-ci mouillé le maillot. Même le président du parti, Fumako Egado, s'est mis de la partie, histoire sans doute pour lui de saisir la belle occasion de marquer à lettres d'or ses débuts de la présidence à la tête du PNDS Tareya. Avec un siège de moins pour la représentation de la diaspora dans la législature en cours, faut-il dire que Fumako Egado a raté son examen? Le confrère s'interroge. À l'interne du parti, les avis sont bien évidemment partagés sur la question. Pour certains, c'est un camouflet dès lors que le principal parti d'opposition, le modèle Lumana Africa, a pu conserver ses 2 sièges, faisant montre d'une grande résilience, tandis que le PNDS Tareya aura reculé d'un pas. Pour d'autres, par contre, parler de camoufler, c'est trop dit dès lors que l'avance en nombre de voix recueillies par le PNDS Tareya sur son poursuivant est très important. Toutefois, tous sont unanimes à reconnaître qu'il s'agit d'une défaite. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, il a titré à ce sujet « Politique et élections Bazoum Tareya, l'heure des bilans et des conflits ». Aminata, le confrère écrit: le parti d'Issoufou Mahamadou et de Pierre Fumako Egado vit des heures difficiles depuis l'annonce de la débâcle du parti aux élections législatives partielles de la diaspora. Les responsables du parti ont compris que des transformations pouvant conduire à une descente aux enfers consécutive à son excroissance artificielle est en train de s'opérer. D'ailleurs, le parti aurait tenu en fin de semaine dernière une réunion pour comprendre la situation en son sein et lire les résultats issus de ces élections. Dans la recherche des raisons pouvant expliquer cette débâcle du parti rose aux législatives partielles, le journal Le Monde d'aujourd'hui évoque la fraude qui a moins fonctionné dans ces élections, étant donné que Issoufou Mahamadou ne tient plus les règnes. Bazoum Mohamed ne pouvant pas se mêler des trafics des résultats, il aura laissé ces résultats se relever en toute objectivité. Le canard en furie de cette semaine dresse un bilan de la gestion des régimes de la Renaissance et c'est sous le titre « Gouvernance politique, pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité et pas d'argent ». Où le président Bazoum mène-t-il au juste le Niger? Pour ce faire, le confrère a comparé la gestion du président Bazoum Mohamed aux écrits de l'écrivain franco-martiniquais Franck Fanon, intitulé « Les damnés de la terre », un ouvrage paru en 1961 dans un contexte de décolonisation inaugurale du continent africain. Plus de 60 ans après la sortie de ce livre, l'on peut légitimement se demander si ce titre ne serait pas approprié à décrire la situation du Niger sous le règne de Bazoum Mohamed, que le confrère qualifie de calamiteux. En plus d'être le dernier pays de la planète en matière d'indice de développement humain IDH, le Niger d'aujourd'hui se caractérise par une situation sécuritaire très préoccupante dans les régions de Difa et Tillabéri, par une grande dégradation continue du système sanitaire et du bien-être social, avec les pénuries fréquentes d'eau et d'électricité dans les grandes villes du pays, et par une montée vertigineuse du coût de la vie et la chute du pouvoir d'achat chez les classes pauvres et moyennes. Et le paradoxe de ce Niger d'aujourd'hui réside dans le fait que la richesse nationale a connu une croissance spectaculaire ces 10 dernières années avec l'exploitation de l'or noir, c'est-à-dire le pétrole. Mais c'est dans ce même contexte que les difficultés existentielles des citoyens se sont accrues dans le pays, notamment dans les domaines précités: sécurité, santé, éducation, eau ou encore électricité. Comme l'on peut le constater, le déclin actuel du Niger n'est pas la conséquence directe de la pauvreté économique ou de la situation géographique
géographique, le Sahel, le Sahara, mais plutôt la résultante de la gouvernance politique du régime de la Renaissance du Niger en ses actes 1, 2 et 3. Face à toutes ces équations, à plusieurs inconnus, le président Bazoum ne semble pas avoir les bonnes réponses à cause justement de son déficit de capacité à initier les réformes nécessaires pour améliorer la situation, estime le confrère. Dans ces conditions, l'on ne peut exprimer que plus d'inquiétude dans la gestion politique du pays qui n'augure guère des lendemains qui enchantent pour le Niger. Comme l'affirmait Hegel, une de ses muses, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Et Bazoum Mohamed n'a pas visiblement cette passion pour le pouvoir, conclut le confrère. Et dans le même chapitre de la gouvernance, l'hebdomadaire L'éclosion numéro 246 du 4 juillet 2023 a titré « Groupe criminel aux 4 points cardinaux du pays, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route ». Le journal Le Point News du mercredi 4 juillet 2023, lui, s'intéresse au bilan du président Bazoum dans le secteur éducatif. Et pour le confrère, l'école nigérienne désormais sur orbite. Vendredi 2 avril 2021, en pleine année scolaire 2020-2021, Mohamed Bazoum, fraîchement investi des lourdes charges de la nation nigérienne, a solennellement pris l'engagement de redorer le blason terni de l'école nigérienne, et ce avec fermeté. Et c'était en ces termes: je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai personnellement autant que je m'occuperai de la sécurité, a-t-il martelé. Et depuis, l'homme n'a fait que multiplier les initiatives, les rencontres avec les partenaires sociaux, financiers, techniques, les amis de l'école pour donner corps à son vœu cher, celui de relancer pleinement et efficacement le secteur éducatif nigérien. En si peu de temps, force est de constater et de reconnaître les efforts entrepris dans ce domaine par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers commencent à porter leurs fruits, selon le journal Le Point News. Des classes en matériaux définitifs sont construites pour en finir avec celles en paillotes qui ont fait payer aux scolaires nigériens un lourd tribut du sang. Mieux, le gouvernement a procédé à des recrutements d'enseignants aussi bien de base que du secondaire, répondant ainsi à des préoccupations longtemps exprimées aussi bien par les enseignants que par les scolaires eux-mêmes. En prenant langue à bâton rompu avec les enseignants, un mois seulement après sa prise de fonction à la tête de l'État, Mohamed Bazoum a fait du dialogue son credo, ce qui a eu le mérite d'apaiser les tensions et asseoir les bases d'un climat social serein au sein du secteur éducatif nigérien. Conséquence, l'année scolaire de 9 mois s'est déroulée normalement sans grand couac et les programmes d'études exécutés à près de 90%, sinon plus, selon les établissements. L'école nigérienne est en train de renaître de ses cendres avec une année scolaire 2022-2023 sans accroc qui a tenu toutes ses promesses. Elle vient d'ailleurs d'être couronnée par une organisation réussie en juin des examens de fin de cycle de formation professionnelle et technique conformément au calendrier. La relance du système éducatif nigérien est désormais en marche. Un état de fait qui démontre une fois de plus l'engagement du président de la République, Bazoum Mohamed, en ce qui concerne le système éducatif nigérien, estime le confrère. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.